Le 13h, Véronique Barbier. Merci de vous informer avec la RTBF. À la une règle critiquée, celle qui autorise 200 personnes maximum dans les événements à l'intérieur. Les organisateurs ne comprennent pas la logique car elle ne tient pas compte de la taille de la salle. Exemple au Dôme de Charleroi. La rentrée à l'université, il n'y aura pas de place pour tout le monde dans les auditoires. Alors comment vont s'organiser les cours? Nous verrons avec Imad Messoudi. La question devrait être tranchée aujourd'hui. 9 mètres de haut, 8 de large, 33 mètres de long. Voilà les dimensions du tunnel ferroviaire qui est placé aujourd'hui à Attu, un chantier hors norme que nous découvrirons avec Thibaut Balthazar. Effacer les peurs et les divisions, voilà ce que promet de faire Joe Biden. Le candidat démocrate a clôturé la convention de son parti en promettant du changement. On retrouve notre correspondante à Washington dans un instant. Le béguinage de la ville de Louvain nous dévoile tous ses charmes. C'est notre destination pour la perle d'été du jour. Bonjour à tous. 200 personnes dans les salles de spectacle. La capacité va doubler le 1er septembre. Mais est-ce tenable pour le milieu culturel? Nombreux sont les organisateurs d'événements qui disent que cette règle n'a aucun sens, que certaines salles pourraient accueillir bien plus de monde tout en respectant les distanciations sociales. Exemple au Dôme de Charleroi avec ce reportage de Guillaume Wolf. C'est l'une des plus grandes salles de Wallonie, le Dôme de Charleroi, 6000 places. Et à partir de septembre, 200 spectateurs admis au lieu de 100, mais cette règle pourrait être adaptée. À partir du 1er septembre, il sera possible d'y déroger. Ce sera tout d'abord les bourgmestres qui vont étudier les demandes. Ensuite, il faudra l'autorisation du ministre compétent. Et cela permettra à des infrastructures permanentes d'adapter les règles sans pour autant mettre en péril la sécurité. Un geste d'ouverture demandé par le secteur, alors ici on commence à compter. Pour l'événement basket, par exemple, si on peut avoir 650 personnes, 250 VIP, 400 personnes dans le stade, ça ne sera vraiment pas facile à gérer en termes de qui vient, qui ne vient pas. Mais on préfère vraiment cette solution-là que de rester dans les starting blocks avec des salles vides. 650 spectateurs en respectant les mesures, ce serait possible. Des spectateurs espacés dans ces tribunes qui ne se croisent pas dans les couloirs et qui pourraient même arriver via une dizaine d'entrées différentes. D'habitude, personne ne rentre ici. Mais clairement, vous avez 7 entrées possibles. Ce sont des portes pour la sécurité, mais qu'on peut très bien ouvrir sans aucun problème et dire, tiens, encore une fois, on numérote et il y a 7 entrées possibles avec des barrières nadar ou que sais-je, qui fait que les gens savent dans quel fil ils doivent se mettre et pour aller prendre place après dans une tribune qui serait différente en fonction de l'entrée. Alors combien de spectateurs autorisés après dérogation? Personne ne le sait. Et d'ailleurs, le secteur des arts de la scène avait demandé une règle plus claire, 60% de la capacité initiale. On partait du principe que autoriser 200 personnes dans une salle et qu'elle fasse 300 places ou 1000 places ou 1500 places, qu'il y avait quelque part là une incohérence. Soit, voilà, les experts ont parlé, j'imagine qu'ils ont leur raison. Finalement, cela se fera au cas par cas. Chaque salle discute avec son autorité communale et son ministre compétent. Mais cette dérogation offre un peu de lumière au secteur du spectacle meurtri par la crise. Les universités du pays se préparent pour la rentrée. Plusieurs réunions ont lieu aujourd'hui. Il faut notamment voir comment accueillir les étudiants en toute sécurité dans les auditoires du pays. Alors Imad Messoudi, en temps normal, ces salles de cours accueillent plusieurs centaines d'étudiants. Impossible évidemment de faire la même chose en septembre. Oui, tout à fait. C'est l'une des questions qui sera abordée cet après-midi à 16h lors d'une réunion réunissant de façon virtuelle les 6 recteurs des universités francophones et la ministre de l'enseignement supérieur Valérie Glatini. Je me trouve ici à l'auditoire Paul-Émile Janson de l'ULB, un très grand auditoire qui permet d'accueillir plusieurs centaines d'étudiants en respectant les normes de distanciation sociale. Mais cet auditoire ne pourra pas être utilisé par tout le monde en même temps, raison pour laquelle il y a plusieurs pistes sur la table. On évoque le fait que les universités pourrait avoir une exemption concernant la limite de 200 personnes en lieu fermé. Et puis, parmi les pistes, eh bien, il y a la priorité mise pour les premières années, les étudiants de première année qui arrivent donc à l'université et pour lesquels il faudrait assurer le maximum de contacts présentiels ici donc à l'université. C'est en tout cas l'une des priorités du recteur de l'ULB, Yvon Anglaire, que nous avons rencontré ce matin et je vous propose de l'écouter. Oui. Donc nous avons évidemment une attention particulière par rapport à l'accueil des premières années
qui sont donc des élèves du secondaire qui arrivent à l'université pour la première fois dans une situation quand même très compliquée. Et donc, ils auront une semaine d'accueil particulière et une attention de façon à leur donner une expérience universitaire la plus complète possible, tout en restant réaliste par rapport aux contraintes de la situation qui malheureusement continuera évidemment à s'imposer à nous. Voilà pour le point de vue des recteurs. Merci Imad pour ces précisions. À noter que Valérie Glatini, la ministre de l'Enseignement supérieur, sera l'invitée du JT de 19h30. En secondaire, la rentrée sera masquée. Élèves et professeurs devront le porter toute la journée. Le virus traîne toujours, mais les responsables politiques et scientifiques insistent sur l'importance de permettre aux 360 000 ados de la Fédération de retrouver une vie scolaire quasi normale. Et le masque fait donc partie des outils pour éviter l'apparition de nouveaux foyers. Martin Butterreis, Jennifer Istas. Ils n'ont plus que quelques jours de vacances. Dès le 1er septembre, ce sera masque obligatoire toute la journée en classe, une règle à laquelle ils essayent déjà de s'habituer. Par rapport à la sécurité, c'est sûr que c'est mieux, mais ça reste dérangeant, même pendant les cours, d'avoir un masque en permanence toute la journée. Quand il commence à faire chaud, c'est vraiment assez compliqué pour nous à bien respirer, etc. Donc je pense que ça a quand même... Et puis même, c'est fatigant, parce qu'en classe, parfois, on doit parler fort, et avec le masque, c'est compliqué. Ouais. Et ensuite, quand même, on reste toute l'année ensemble. Donc si on doit garder tout le temps le masque en classe, c'est quand même toujours les mêmes personnes. Bon, en soi, c'est chiant, parce qu'on ne sait pas tous. Il y en a, ils ont des problèmes de respiration avec. Mais en soi, c'est mieux pour la sécurité de tout le monde, pour la santé de tout le monde. Donc, en soi, pour moi, ça me va. Dans les établissements scolaires, pour que la consigne soit bien respectée, on se prépare à toute éventualité. Si les élèves n'ont pas de masque, nous leur en fournirons un. Alors, soit des masques tels que ceux-ci, il nous reste encore un petit stock des masques fournis par la Fédération Wallonie-Bruxelles en tissu. Mais j'ai également des masques tels que ceux-ci qui ont été cousus par des enseignantes au mois de mai. Les élèves pourront enlever le masque lors des pauses récréatives, mais devront le supporter durant toutes les heures de cours, une obligation que certains adolescents pourraient mal supporter. Au fond, c'est un peu les enfants qu'on sacrifie, pour rassurer les adultes. Ne connaissent pas très bien la psychologie des enfants en question. Il y a les anxieux. Ça, c'est à peu près 10% de la population des adolescents. Alors, le masque en soi peut déjà leur faire peur, peur de mourir parce qu'ils ne respirent pas bien, mais le masque va leur rappeler cet état de guerre contre un ennemi invisible dans lequel on est, et donc leur stress, ça va être un des moyens d'augmenter leur stress. Pour les directeurs d'école, les masques ne sont pas la préoccupation principale pour cette rentrée. Conditions d'accueil, gestion quotidienne des élèves et des professeurs. Beaucoup de questions se posent pour cette rentrée 2020 qui s'annonce inédite. Oui, une rentrée inédite, mais qui est possible parce que les chiffres évoluent positivement. On est loin du rebond du début de l'été. Le nombre de contaminations quotidiennes continue de diminuer dans toutes les provinces, sauf à Bruxelles. Le centre de crise qui a insisté aussi aujourd'hui sur l'importance du tracing. Le point avec Dominique Dussin. À l'exception de certains quartiers à Bruxelles et à Liège, la circulation du virus serait plutôt à la baisse au niveau national. Des résultats encourageants donc, dus notamment au testing et au repérage à grande échelle des personnes contacts et des voyageurs de retour d'une zone à risque. À l'heure actuelle, 1200 personnes en moyenne reviennent d'une zone rouge chaque jour. Depuis le 1er août, nous avons reçu un total de 852 000 documents PLF, dont 32 000 au retour d'une zone rouge. Si une majorité des personnes concernées transmettent effectivement les données qui leur sont demandées par téléphone ou par formulaire, d'autres ne le font pas, ce qui a provoqué des visites à domicile. Voilà, on va retrouver. Au cours du dernier mois, 6 922 visites ont été effectuées à domicile par les agents de terrain. Dans la moitié des cas, la coopération a été encore obtenue et les contacts ont donc également été transmis. Se faire tester, c'est bien, mais encore faut-il que les résultats soient connus assez rapidement. Et là, ce n'est visiblement pas encore le cas. Il est important que tous les laboratoires envoient leurs résultats d'un test au centre de contact dans l'heure qui suit la disponibilité. On constate que certains labos mettent encore trop de temps à transmettre les résultats des tests ou à envoyer des données incomplètes des patients, ce qui entraîne bien sûr un retard ou ne permet pas de contacter la personne concernée.
Notons qu'au vu des contaminations enregistrées ces 2 dernières semaines, le Centre européen de prévention a placé Bruxelles en zone rouge aujourd'hui. C'est reparti pour un tour dans les maisons de repos de la capitale. Le personnel va être testé une nouvelle fois. Cela permettra d'avoir une nouvelle cartographie de l'évolution de la pandémie dans des structures qui accueillent, on le sait, des populations très fragiles. Aline Delvoye. Descendez le masque juste au niveau de la bouche. Ça va, ça ne dure que quelques secondes. Allez, courage. C'est un moment qu'ils redoutent, mais qu'ils attendent depuis des semaines. Ce matin, tout le personnel de cette maison de repos de Jette est testé. Cela concerne environ 70 personnes. Parfait, super. Il y a de plus en plus de nouvelles contaminations, donc ça les rassure. Et le fait de le prendre quand même assez tôt, je pense que c'est une bonne chose pour éviter d'arriver dans les situations qu'on a connues auparavant. C'est Iris Care, l'organisme bruxellois de protection sociale qui chapeaute cette deuxième campagne de dépistage. Elle concerne les 138 maisons de repos et de soins bruxelloises et les 7000 personnes qui y travaillent. L'idée est d'avoir donc une photographie donc dans ces maisons de repos et de soins, étant donné que nous y avons donc des personnes très fragiles et donc il faut les protéger. Donc c'est vraiment dans cette optique de protection que nous avons donc démarré cette campagne de prévention. Les résultats seront communiqués au personnel et aux maisons de repos dans les 24 à 48 heures. Si nécessaire, une deuxième campagne de tests sera organisée. À partir du moment où on a un cas confirmé et un cas suspect dans une maison de repos dans un délai de 7 jours, à ce moment-là, on teste l'ensemble de la maison de repos, résidents et membres du personnel, dans le but aussi de prendre les mesures préventives qui s'imposent. 6 maisons de repos ont déjà été entièrement testées. La campagne de prévention sur le personnel soignant s'achèvera dans 5 semaines. Iris Care disposera alors d'un outil pour gérer au mieux la situation dans les maisons de repos bruxelloises. L'e-commerce aurait augmenté de 20% dans le monde pendant le confinement et cela a des conséquences à l'aéroport de Liège. Il y a plus de mouvements qu'avant car beaucoup de colis arrivent par avion et les riverains se plaignent aujourd'hui des nuisances qui augmentent. Les explications tout de suite de Benjamin Carlier. Cela fait quelques semaines que cette habitante du village de Villers-l'Évêque l'a constaté. Elle dort moins bien la nuit. En cause, le bruit des avions qui la réveille. Ces derniers temps ou ces dernières semaines, oui, on est réveillé la nuit. J'ai sommeil léger, donc voilà, mais je suis quand même réveillée la nuit que je n'étais pas au début. C'est quoi, plus d'avions ou des avions plus bruyants? Avions plus bruyants, je dirais. Beaucoup d'habitants de la commune se plaignent de ces nuisances qui les empêchent de dormir correctement. Il s'agit d'avions cargo qui atterrissent ou décollent depuis l'aéroport de Liège. Des avions pourtant moins nombreux qu'il y a quelques années, mais qui sont par contre nettement plus grands et plus lourds. La tendance ici de l'aéroport de Liège, c'est qu'on va de plus en plus vers des avions de type gros porteur, heavy. Donc ça veut dire que visuellement et auditivement, ils sont plus gros que la flotte moyenne qui est toujours présente à l'aéroport de Liège, ce qui provoque visuellement et auditivement une différence de perception. Comme tous les 3 ans, un cadastre des nuisances sonores est justement en cours de réalisation. Certains quartiers pourraient dès lors changer de zone et par exemple bénéficier de primes pour l'isolation des maisons. Mais la commune doute de l'objectivité de cette étude commandée par la Société Wallonne des Aéroports, également actionnaire de Liège Airport. Elle va donc l'attaquer en justice. Nous, ce qu'on souhaite, c'est d'abord la vérité, des véritables chiffres via cette étude d'incidence. Et en fonction des chiffres que nous obtenons, c'est soit le rétablissement des voies aériennes qui étaient à la base promise, et donc le respect de ce qui avait été promis, ou si ce n'est pas possible, on fait une révision des zones de bruit avec évidemment alors là des indemnisations pour l'isolation ou autres pour les riverains. Car l'expansion de l'aéroport liégeois et de son trafic ne sont pas près de s'arrêter, notamment par son intégration dans les 8 hubs mondiaux choisis par l'OMS dans la lutte contre le Covid, mais aussi grâce à la prochaine inauguration des nouveaux hangars du chinois de l'e-commerce Alibaba. Le monde politique en deuil. L'ancien bourgmestre libéral de Wezenbeek-Oppem est décédé à l'âge de 86 ans. François Van Obroek d'Aspre avait présidé cette commune à facilité de la périphérie entre 1994 et 2006. C'était un grand défenseur des francophones vivant dans cette zone. Il a également fondé l'UPCNA, l'Union belge contre les nuisances des avions.
Bonjour à tous. Une deuxième campagne de dépistage Covid-19 commence aujourd'hui à Bruxelles. C'est le personnel des maisons de repos qui est à nouveau testé. Et ce, étant donné les hausses des contaminations au coronavirus en région bruxelloise. Et justement, à propos des chiffres épidémiologiques du jour, eh bien, pour l'instant, la tendance reste à la baisse. Les nouvelles contaminations diminuent toujours. Le nombre d'hospitalisations se stabilise. Par ailleurs, 7 décès des suites du Covid-19 ont été enregistrés hier. Le Rail Pass gratuit qui devait être accordé dans le cadre des mesures liées au coronavirus est une nouvelle fois reporté. La nouvelle date annoncée est le 5 octobre, annonce du cabinet du ministre fédéral de la Mobilité, François Belot. La mesure décidée à l'époque des pouvoirs spéciaux ne fait toujours pas l'unanimité. Aux États-Unis, Joe Biden appelle l'Amérique à tourner la page d'une époque sombre. Son discours a clôturé la Convention nationale démocrate. Aux États-Unis, c'est pas bien de courir avant le journal. Je n'y arriverai pas. Il est désormais officiellement le candidat démocrate à l'élection présidentielle. Dans son discours, Joe Biden n'a pas hésité à attaquer le président Trump sans jamais le nommer. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci d'être à notre écoute.